Il y avait 3 choses que je n'étais pas censé voir ce soir-là. Premièrement, ses mains se glissant dans la poche de la veste de costume d'un autre homme comme si elles y avaient leur place. Deuxièmement, la façon dont il a souri juste avant que leurs lèvres ne se rencontrent. Troisièmement, les portes de l'ascenseur se refermant avant que je puisse dire un seul mot. Mais le destin a un sale sens de l'humour, car lorsque j'ai atteint le hall, le deuxième ascenseur, celui que personne n'utilise jamais, s'est ouvert dans un « digne », sonore, comme une invitation maudite. Et ils étaient là, riant, ajustant encore leurs vêtements. Il avait son rouge à lèvres sur la bouche. Elle n'a même pas tressailli en me voyant. N'a pas trébuché. N'a pas eu le souffle coupé. Elle a juste penché la tête, impassible, comme si j'étais un simple contretemps. J'ai oublié mon téléphone en haut, a-t-elle dit, comme si cela expliquait quoi que ce soit. Il a reculé d'un pas. Il savait. Il savait qui j'étais et ce qu'il venait de faire. Je l'ai reconnu aussi, d'après la photo sur le site web de son entreprise. C'est celui qu'il cadre toujours de près parce qu'il n'est pas important pour le conseil d'administration. Apparemment, il était assez important pour avaler la langue de ma femme dans un ascenseur. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. La robe qu'elle portait. Je ne savais même pas qu'elle la possédait. Son maquillage était plus prononcé que d'habitude. Il tenait toujours son poignet comme s'il n'avait pas fini ce qu'ils avaient commencé. « Tu viens de mettre fin à notre mariage ?» ai-je dit. Ma voix n'a même pas flanché. Je m'attendais à de la rage, à un cœur brisé. Au lieu de ça, j'ai ressenti un vide total. Et elle, mon Dieu, elle a souri. Pas un sourire moqueur, ni cruel, juste calme. « Tu as tort », a-t-elle dit, comme si elle corrigeait un problème de mathématiques. Les portes se sont refermées, et je suis resté là, dans un hall en marbre, avec la musique flottant depuis une fête sur le toit pleine d'inconnus, tenant dans ma poche une alliance qui, soudain, me semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Je ne suis pas rentré chez moi cette nuit-là, mais j'ai fait autre chose. Je me suis assuré que ce que j'avais vu ne disparaîtrait pas silencieusement dans une cage d'ascenseur. Non, ce moment est devenu une mèche, et j'en avais fini d'attendre l'allumette. Je n'ai pas dormi. Je n'ai même pas essayé. J'ai conduit jusqu'à ce que les lumières de la ville s'estompent derrière moi, jusqu'à ce que les routes se rétrécissent et que les stations-service deviennent plus silencieuses. Vers 4h30 du matin, je me suis arrêté devant un dîner qui semblait ne pas avoir été nettoyé depuis les années 90. Je suis resté sur le parking, à fixer le volant comme s'il me devait des explications. Je n'arrêtais pas de revoir son visage. Pas le baiser, pas l'ascenseur, son visage. Elle n'avait pas peur. Elle n'était pas désolée. Elle avait l'air d'en avoir fini. Comme si elle avait attendu de se faire prendre juste pour arrêter de faire semblant. Et d'une manière ou d'une autre, c'est moi qui me sentais coupable. Comme si j'avais fait irruption dans une conversation à laquelle je n'étais pas invité. Je suis finalement entré, me suis assis dans la banquette du coin et j'ai commandé un café dont je ne voulais pas. La serveuse m'a donné une pile de serviettes quand j'ai renversé du sucre partout sur la table. Et c'est là que je l'ai vu. Pas le sucre, pas la tâche, l'idée. J'ai sorti mon téléphone, ouvert l'application photo et zoomé sur la photo que j'avais prise sur le toit. Celle que j'avais prise juste avant que les portes de l'ascenseur ne se ferment. Elle était floue, prise de derrière une plante en pot, mais la forme de son collier, le contour de sa pochette et l'ourlet de sa robe rouge étaient tous visibles. Son visage aussi. Ce n'était pas seulement son collègue. C'était Christian Mallery, le nouveau directeur de la stratégie de l'entreprise, celui qu'ils avaient mentionné dans le communiqué de presse du trimestre précédent. Celui qui était marié, avec 2 enfants et un Golden Retriever sur la carte de vœux de l'entreprise. J'ai failli rire. Bien sûr, c'était lui, le type bien sous tout rapport, avec sa mâchoire carrée, qui porte des chemises sur mesure et rit comme s'il n'avait jamais eu de contravention. Mais voilà le truc. Christian Mallery n'était pas sur la liste des personnes autorisées à cette soirée. La partie investisseur de l'événement était gérée hors site, à Charlotte. Meredith me l'avait dit 2 fois. Elle avait dit que son équipe ne réseauterait qu'avec des chefs de compte juniors et des partenaires régionaux. Alors, que faisait-il là? Et pourquoi ma femme l'embrassait-elle comme s'ils étaient les 2 seules personnes sur Terre? J'ai quitté le dîner avec une serviette à la main et une idée en tête. Pas un plan de vengeance. Pas encore. Quelque chose de plus petit, de plus chirurgical.
J'ai conduit jusqu'à l'immeuble de son bureau. Vide, bien sûr. Samedi matin. Mais le bureau de la sécurité du hall avait toujours un registre des visiteurs récents. J'ai demandé au gardien de service, un type fatigué nommé Denny, si je pouvais laisser un paquet pour ma femme. J'avais même apporté une vieille boîte Amazon remplie de bric-à-brac de notre garage pour rendre la chose crédible. Denny s'en fichait. Il regardait un jeu télévisé sur son téléphone. Mais quand je lui ai demandé nonchalamment si son équipe avait utilisé la salle de conférence du 17e étage récemment, il a répondu « Nan, ils ont déplacé toutes les réunions au 14e étage depuis que les gros bonnets sont en ville. La suite du PDG est réservée toute la semaine. » Les gros bonnets. Je l'ai remercié et je suis parti, avec un bourdonnement dans l'estomac. Elle avait menti. Pas seulement sur la soirée, mais surtout, l'horaire, le lieu, les personnes présentes. Même les réunions clients qui, selon elle, s'éternisaient pendant la semaine. Ce n'était probablement que des couvertures pour leur petite session secrète. Je ne suis pas rentré chez moi. Pas encore. Au lieu de cela, je me suis garé près d'une épicerie, j'ai attendu qu'elle ouvre et j'ai acheté le même vin rouge qu'elle boit toujours, un Cabernet Silver Creek. J'ai aussi pris un nouveau paquet de serviettes en tissu. Des beiges, le genre qui se tache juste assez pour raconter une histoire. De retour à la maison, j'ai mis la table pour deux. J'ai versé son vin dans les 2 verres. J'ai placé une serviette en tissu avec soin à côté de son assiette. Puis, j'ai attendu. Quand elle est rentrée ce soir-là, disant qu'elle était épuisée, le maquillage juste assez estompé pour que je me demande si elle avait même pris la peine de l'enlever, elle s'est figée. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé. J'ai souri. Le dîner. Elle a regardé la table. Son vin, la serviette. Puis elle a vu la tache, une unique marque de rouge à lèvres. Pas le sien, pas la même teinte. J'avais embrassé la serviette en utilisant l'échantillon que j'avais trouvé dans la poche de son manteau. Le petit échantillon de rouge à lèvres rouge qu'elle pensait que je ne remarquerais pas. Son visage est devenu blême. « C'est une blague ?» a-t-elle demandé à voix basse. « Non » ai-je répondu. « Mais je pense que tu es sur le point de m'en raconter une. » Elle ne s'est pas assise. Elle n'a pas parlé. Elle est juste restée là, serrant son sac à main comme s'il pouvait la sauver. Et c'est là que j'ai compris, elle n'avait pas eu peur que je le découvre. Elle avait eu peur que je ne le découvre pas. Elle ne s'est pas assise. Je l'ai regardée, debout près de la table, raide, comme si son propre corps était un endroit où elle ne voulait plus être. Le seul son était le faible bourdonnement du réfrigérateur et le tic-tac doux de l'horloge murale au-dessus du garde-manger. Je m'attendais à moitié à ce qu'elle jette quelque chose, crie, m'accuse de fouiner. Mais au lieu de ça, elle a juste respiré, de longues inspirations, peu profondes, irrégulières. Son sac à main a glissé de son épaule et a heurté le parquet avec un bruit sourd. Elle n'a pas bronché. Elle a juste fixé la serviette marquée de rouge à lèvres, pliée proprement à côté de son verre de vin intact. J'ai laissé le silence s'étirer plus longtemps que d'habitude. Je voulais qu'elle le comble, qu'elle se tortille, mais elle ne l'a pas fait. Elle m'a regardé comme si c'était moi qui lui devais quelque chose. « Je ne sais pas ce que tu crois avoir vu » a-t-elle finalement dit, la voix tendue. « Je n'ai rien vu » ai-je répliqué. « Mais j'ai entendu quelque chose. » Ses yeux se sont levés brusquement. J'avais son attention maintenant. « Tu as dit qu'il n'y avait pas d'invités autorisés à la fête. Que c'était un sommet fermé. Pas de plus un. Que des professionnels. » Elle est restée silencieuse. « Mais c'est drôle, ai-je continué, Christian Mallery, votre directeur de la stratégie mariée, était là. Étrange pour quelqu'un qui était censé être à Charlotte jusqu'à lundi, non? Ou est-ce que le baiser faisait partie du nouveau plan stratégique? » Elle a grimacé. Pas de manière théâtrale, juste le plus petit tressaillement, comme un air qui se contracte dans la mauvaise direction. « Je n'avais pas prévu que ça arrive » a-t-elle marmonné, presque pour elle-même. « Tu n'avais pas prévu quelle partie, mentir ou te faire prendre ?» Maintenant, elle s'est assise. Elle s'est effondrée sur la chaise de la salle à manger comme si la gravité l'avait enfin rattrapée. Elle n'a pas pleuré, ne s'est pas excusée. Elle a juste regardé ses mains comme si elles ne lui appartenaient plus. Son alliance brillait sous la lumière du plafonnier. Et pendant une seconde, j'ai failli tendre le bras par-dessus la table et la lui arracher. J'allais y mettre fin,
a-t-elle dit enfin. Après la fête, je le jure. Je lui avais déjà dit que ça n'irait nulle part. Oh, bien, ai-je dit avec amertume. Donc, ça n'existait que dans des endroits où je ne le remarquerais pas, chambre d'hôtel, salon de bureau, ascenseur. Elle a levé les yeux. Tu m'as suivi? Non, ai-je dit. Je t'ai fait confiance. C'est comme ça que je l'ai découvert. Elle n'a rien dit. Je me suis penché légèrement en avant. Alors, ça fait combien de temps? Sois honnête. Ou au moins, choisis quelle version de toi-même tu veux que je garde en mémoire. Ça a touché une corde sensible. Je l'ai vu dans la façon dont ses lèvres se sont entr'ouvertes, puis refermées. Elle pesait les dégâts maintenant, non pas pour la relation, mais pour son image. Combien elle pourrait sauver, le peu de vérité qu'elle pourrait offrir tout en s'accrochant à sa dignité. 5 mois, a-t-elle chuchoté. 5. J'ai éclaté de rire. Un rire court, stupéfait, amer, qui m'a surpris moi-même. Je pensais que ça ne durait que depuis quelques semaines, peut-être un mois au maximum. Mais 5, ce n'était pas une erreur. C'était une relation parallèle. C'est une seconde vie, Meredith, ai-je dit, la voix brisée. C'est une saison entière à faire semblant. Elle s'est frottée les tempes comme si c'était moi qui lui donnais mal à la tête. Ça a commencé quand je suis allé à cette retraite à Denver en avril, a-t-elle avoué. J'étais ivre. On s'est embrassé. Je ne pensais pas que ça continuerait, mais à notre retour, il n'arrêtait pas de m'envoyer des messages. J'aurais dû te le dire. Je sais. Tu aurais dû ne pas le faire, ai-je lâché. Elle a fermé les yeux très fort. Je me sentais seul. Mon Dieu, cette phrase, cette excuse bon marché, surutilisée, cette carte pour sortir de prison. Je me suis levé si vite que la chaise a raclé le sol derrière moi. J'étais là, juste ici, tous les jours. C'est juste que tu ne voulais pas de moi. Je n'ai pas dit ça. Tu n'as pas eu besoin de le dire. Tu l'as embrassé devant une fontaine comme si nous ne partagions pas une maison. Comme si nous ne partagions pas un nom. Tu l'as laissé poser ses mains sur toi comme si les miennes n'avaient jamais existé. Alors ne me parle pas de solitude. Tu n'étais pas seul. Tu faisais passer des entretiens pour mon remplaçant. Ça l'a réduite au silence. Non pas parce que j'avais tort, mais parce que j'avais exactement raison. Je pouvais le voir. La vérité, pressant derrière ses yeux comme de l'eau contre une vitre. Je n'ai pas dormi dans notre lit cette nuit-là. Je n'ai pas dormi du tout. J'ai décroché ses clés du porte-manteau, suis sorti par la porte d'entrée et l'ai laissée assise sur la même chaise, son verre de vin toujours plein, son téléphone vibrant pour un appel auquel elle n'a pas répondu. J'ai conduit jusqu'à un motel bon marché près de la route 42. Je me suis allongé sur le couvre-lit avec la télévision en sourdine et j'ai fixé le plafond pendant que chaque image d'elle et de cet homme tournait en boucle dans ma tête. Et quelque part entre 3 et 4 heures du matin, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Elle n'était pas désolée de l'avoir fait. Elle était seulement désolée que je la voie enfin telle qu'elle était vraiment. Je me suis réveillé dans cette chambre de motel avec une seule chaussette, la bouche sèche et une migraine qui semblait avoir des dents. Le monde derrière la fenêtre était gris et sans âme, tout comme le papier peint qui s'écaillait et le climatiseur mural bourdonnant. Je n'avais pas vraiment dormi, juste flotté entre des moments de noirceur superficielle et agitée. Mais quand j'ai ouvert les yeux, quelque chose était différent. Je ne me sentais pas dévasté. Je ne me sentais pas brisé. Je me sentais éveillé. Pas de manière poétique. Je veux dire, littéralement éveillé, hyper concentré, comme si quelque chose s'était détaché en moi et avait laissé entrer de l'air froid. Je n'étais pas du genre à pleurer. Je n'allais pas laisser des mots froissés sur des oreillers ou la supplier de se souvenir de ce que nous étions. Non, j'en avais fini de réagir. Il était temps que je commence à riposter. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté dans une supérette et j'ai acheté un téléphone prépayé. J'ai payé en espèces. Puis j'ai pris un café que je savais qu'elle détestait, juste pour me rappeler que je ne lui devais aucun réconfort. Quand je suis rentré à la maison, elle était dans la cuisine. Même pyjama, même air faussement fatigué, comme si la culpabilité l'avait tenue éveillée toute la nuit. Elle a ouvert la bouche pour dire quelque chose. Je ne l'ai même pas regardée. Je suis monté à l'étage,
j'ai verrouillé la porte de mon bureau et j'ai sorti le vieil ordinateur portable qu'elle ne savait pas que j'avais encore. Celui que nous utilisions avant d'acheter l'ordinateur de bureau partagé, celui où je sauvegardais nos photos et synchronisais nos Google Drive. Elle ne l'avait jamais dissocié. Une erreur de débutante. Une demi-heure plus tard, j'avais accès à tout son cloud. Email, journaux de chat, sauvegarde de photos, même les dossiers supprimés parce qu'elle ne savait pas comment les purger de l'archive. Je ne faisais pas ça pour me torturer. Je ne cherchais pas de preuve de la liaison. Je l'avais déjà. Je cherchais des schémas. J'ai commencé par un dossier intitulé « Déplacement client ». Il contenait 37 images. Tout était des photos professionnelles ennuyeuses, du genre photo de stock, sauf une. Elle était enfouie vers la fin, prise dans le miroir d'un hôtel. Elle portait un peignoir, le reflet d'un homme était à peine visible sur le bord du cadre. On pouvait voir son bras, sa montre ou plus précisément une Tag Heuer avec un bracelet en cuir marron et un cadran bleu marine. Je m'en souvenais parce que je l'avais vue en personne. Christian Mallery portait exactement cette montre au brunch de Noël de l'entreprise. Elle ne l'avait même pas correctement recadrée. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Pas parce que ça me choquait, mais à cause de ce que j'ai vu sur son visage. Elle souriait, le genre de sourire que je n'avais pas vu depuis avant la pandémie. Doux, étourdi, comme une adolescente prenant une photo en cachette le soir du bal de promo. Pas une trace de honte. Comme si c'était la vraie elle. Comme si c'était moi, le mensonge. J'ai téléchargé la photo, l'ai enregistrée dans un dossier sécurisé et j'ai continué à creuser. J'ai trouvé des emails archivés, certains à moitié effacés, d'autres simplement cachés maladroitement. Un en particulier a attiré mon attention. 2. Mallery, Christian c.mallery@veridiangroup.com, A. J'ai, Meredith m.g@veridiangroup.com. Objet, plus pour très longtemps. Corps du message, il ne va pas continuer à jouer à l'idiot éternellement. Tu as dit novembre. Ne te défile pas maintenant. C'était le mois prochain. Elle avait un plan. Un calendrier entier pour me remplacer. Je me suis adossé à ma chaise, les mains sur le visage, et je suis resté comme ça un moment. Mon alliance me serrait le doigt au point de couper ma circulation. Je l'ai enlevé et l'ai posé sur le bureau, comme si je pointais à la fin d'un travail pour lequel je n'avais jamais postulé. Elle allait me quitter. C'était clair. Mais elle le voulait à ses conditions. Après les vacances, après avoir profité d'un dernier voyage chez ses parents avec moi à ses côtés, après avoir encaissé les derniers avantages fiscaux partagés, après avoir aligné le nouveau type comme sa mise à niveau toute prête. Elle pensait qu'elle orchestrait tout. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est que je venais de transférer cet email à une boîte de réception sécurisée. J'avais aussi enregistré des copies des invitations de calendrier, des géolocalisations, des commandes de déjeuner suspectes qui ne correspondaient pas à ces réunions. Je n'allais pas encore les envoyer au RH. J'avais une meilleure idée. Mais d'abord, il fallait que je plante la graine. Je suis descendu, calme comme jamais. Elle était assise sur le canapé, faisant défiler son téléphone comme si de rien n'était. Son masque était de retour. Les affaires reprennent. Et, ai-je dit nonchalamment. Elle a levé les yeux, surprise. Et je pensais, ai-je continué, on devrait peut-être réserver ce voyage à Asheville, le truc du chalet. On en parle tout le temps. Ses sourcils se sont froncés. Maintenant? Bien sûr, ai-je dit. Avant le chaos des fêtes. Pour nous vider la tête. Elle n'a pas répondu tout de suite, mais ensuite elle m'a offert un doux sourire, le genre qu'elle pensait que je croirais encore. Oui, a-t-elle dit. Ce serait peut-être bien. J'ai hoché la tête. Super, ai-je répondu. Je t'enverrai les options. Elle n'avait aucune idée. Je savais déjà où il prévoyait de l'emmener ce même week-end. Et maintenant elle allait devoir choisir. Pas en théorie. Pas un jour. Juste devant moi. J'ai réservé le chalet à Asheville cette nuit-là. Une magnifique petite location perchée sur une colline boisée avec des baies vitrées, une cheminée et une vue si parfaite qu'elle aurait pu convaincre n'importe qui que nous étions le couple le plus heureux de l'État. Je l'ai choisi délibérément, non pas pour le romantisme, ni pour la vue, mais parce qu'il n'y avait pas de réseau, et une seule route pour y accéder ou en sortir. Meredith a accepté sans protester.
Elle avait même l'air soulagée. Je pense qu'elle a supposé que j'essayais de recoller les morceaux. Je l'ai regardé faire ses valises, emportant des pulls et du vin comme si c'était une deuxième lune de miel. Mais ce voyage n'était pas pour guérir. Il était pour l'exposer. Je ne cherchais pas à réparer notre mariage. Je voulais la regarder mentir, sans qu'elle sache que j'avais déjà toutes les preuves. Nous sommes partis un jeudi matin. J'ai conduit. Elle a mis une playlist de folk indépendant qu'elle prétendait l'aider à mieux réfléchir. Tout était si surréaliste. La même femme que j'avais vue dans les bras d'un autre homme me donnait maintenant des indications sur l'autoroute et me demandait si on devait s'arrêter pour des snacks à la station-service. Je n'ai pas beaucoup parlé. Je l'ai laissé combler le vide, et elle l'a fait. Alors, j'ai réfléchi, a-t-elle dit après 1 heure ou 2, à nous, à tout. Je ne veux pas prétendre que ce qui s'est passé ne t'a pas blessé, ou moi. Mais c'est peut-être notre nouveau départ. J'ai jeté un coup d'œil vers elle. Tu penses que la trahison mène à la lucidité? Elle a haussé les épaules. Peut-être que ça nous oblige à affronter ce que nous avons ignoré. Elle a dit ça comme si j'avais ignoré quelque chose, comme si sa tromperie était la conséquence naturelle de ma négligence émotionnelle. Je me suis mordu l'intérieur de la joue si fort que j'ai senti le goût du sang. Mais je n'ai pas riposté. J'avais besoin qu'elle continue de penser qu'elle avait le contrôle. Nous sommes arrivés en milieu d'après-midi. Le chalet était parfait, propre, calme, isolé. Pas de voisins, juste nous et la forêt. J'ai porté les sacs à l'intérieur et les regardé allumer des bougies et ouvrir une bouteille de vin comme si elle mettait en scène un montage de comédie romantique. Elle portait même le pull en tricot torsadé vert dont je lui avais dit un jour qu'il la rendait douce de la meilleure façon qui soit. Cette version d'elle. Légère, enjouée, chaleureuse. C'était autrefois ma faiblesse. Maintenant, ça ressemblait à un costume. Pendant le dîner, j'ai posé des questions, pas directement sur lui, mais sur le travail, son emploi du temps, son avenir. Elle a dit qu'elle pensait réduire ses voyages et se concentrer sur sa paix intérieure. Qu'elle avait honte des choses qu'elle avait laissé se produire. J'ai eu envie de rire. Ce qui s'est produit? Comme si c'était une tempête. Elle s'est versé un autre verre de vin et s'est penchée en avant. Tu te souviens de quand on a emménagé ensemble? À quel point on était différents. J'ai hoché la tête. Bien sûr. Tu me disais tout. Elle s'est figée une seconde, puis s'est reprise. Eh bien, la vie devient plus bruyante. On perd le fil. Non, ai-je dit doucement. Tu as choisi de me mettre en sourdine. Le feu a crépité bruyamment entre nous. Elle a soupiré. Tu vas vraiment me punir pour quelque chose que j'ai déjà admis être une erreur? Je ne te punis pas, ai-je répliqué en la regardant dans les yeux. J'observe juste pour voir ce que tu ne m'as pas encore dit. Son visage a eu un léger tic, comme si j'avais gratté trop près de l'os. Elle a essayé de changer de sujet, m'a demandé si je voulais faire une randonnée le matin. J'ai dit oui, même si j'avais déjà d'autres plans. Car pendant qu'elle jouait à l'épouse honnête en convalescence, j'avais transféré toutes les captures d'écran, les photos et les métadonnées de calendrier sur une clé USB qui était maintenant cachée sous une lame de plancher en bois sous le lit. Juste au cas où elle déciderait un jour de retourner la situation et de me faire passer pour le méchant quand tout s'effondrerait publiquement. J'avais un moyen de pression maintenant. Un vrai. Elle pensait que la menace était mon cœur brisé. Elle n'avait aucune idée que c'était ma documentation. Cette nuit-là, elle s'est glissée dans le lit à côté de moi et a cherché ma main sous les draps. Je l'ai laissé la prendre. Ses doigts se sont enroulés autour des miens et ont serré doucement. Je ne veux pas perdre ça, a-t-elle murmuré. Même si je le mérite. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste fixé le plafond sombre et gardé une respiration régulière, comme si je pouvais la croire si j'essayais assez fort. Mais je ne le pouvais pas, car 5 heures plus tôt, pendant qu'elle prenait sa douche à l'étage, j'avais utilisé le vieil iMac du chalet dans le bureau pour me reconnecter à ses emails. Elle avait le même mot de passe qu'elle utilisait depuis des années. Et c'est là que j'ai trouvé la confirmation transférée, 2 billets, destinations différentes. Elle et Christian devaient s'envoler le week-end suivant pour Denver. Un sommet sur le leadership prétendait l'invitation, mais j'ai vérifié l'adresse du lieu. Ce n'était pas un sommet. C'était un spa. Forfait pour couples inclus. Et elle ne l'avait pas annulé. En fait,
elle avait confirmé leur itinéraire il y a à peine 2 jours. Elle essayait de me garder auprès d'elle juste assez longtemps pour pouvoir partir proprement. Mais la vérité, c'est qu'elle n'allait jamais me choisir. Elle ne voulait juste pas que je choisisse en premier. Le matin après ce faux moment d'intimité au coin du feu, Meredith s'est réveillée avant moi. Ou du moins, elle a fait semblant. Je l'ai entendue se déplacer dans la cuisine à pas lents et doux, ouvrant les placards comme si elle essayait de ne pas réveiller un enfant endormi. Elle a fait du café à la cafetière à piston, ce qui était ironique car elle déteste ça. C'est moi qui avais insisté pour qu'on l'apporte. C'est ça, le truc avec Meredith. Elle fait juste assez d'efforts pour paraître attentionnée sans jamais vraiment s'engager dans la vérité. C'est la performance qui compte. Quand je suis sorti de la chambre, elle m'a adressé un sourire plein d'espoir par-dessus le bord de sa tasse. Je l'ai fait fort, a-t-elle dit, comme si ça arrangeait les choses. Comme si tout ce dont j'avais besoin était de la caféine et de la chaleur pour oublier la trahison. Nous avons fait une courte promenade ce matin-là dans les bois voisins. Les feuilles crissaient sous nos pieds. Le brouillard s'accrochait aux arbres. Le sentier était désert. J'ai pensé à quel point il serait facile de pousser quelqu'un depuis l'un des virages à flanc de falaise. Personne ne le saurait. Mais le meurtre ne m'intéressait pas. Ça ferait de moi le méchant. Non, elle devait vivre avec ce qu'elle avait fait, publiquement, de façon permanente. Je l'ai observée attentivement pendant la promenade, notant chaque fois qu'elle cherchait ma main, chaque faux rire, chaque regard qu'elle me lançait qui semblait préécrit. Elle essayait de vendre de la sincérité. Et peut-être qu'une version plus jeune de moi y aurait cru. Mais pas maintenant. Pas après l'email. Pas après le baiser dans l'ascenseur. Et certainement pas après que j'ai trouvé une deuxième serviette tachée de rouge à lèvres au fond de son sac de voyage. Même teinte, même initiale, c'est, inclinée écrite au stylo noir sur un morceau de papier à en-tête d'hôtel déchiré. Comme si elle ne prenait même plus la peine de le cacher. De retour au chalet, je me suis excusé pour vérifier mes messages, bien qu'il n'y ait pas de réseau et que nous le sachions tous les deux. Je suis allé dans le petit bureau et j'ai ouvert l'ordinateur portable que j'avais caché derrière le bureau. Pas besoin de mot de passe. Il était déjà connecté à son compte cloud. Avant le voyage, j'avais activé la synchronisation automatique de son téléphone vers son drive. Tout ce qu'elle enregistrait, recevait ou envoyait via le Wi-Fi m'arrivait directement. Ce matin-là, un nouvel élément est apparu. Un brouillon de mail à Christian Mallery. Objet, petit point. Corps du message, toujours prévu pour vendredi. Je dois m'assurer qu'il croit tout. Je pense que c'est le cas. Il a même suggéré qu'on vienne ici. Je joue la gentille. Comporte-toi normalement au travail lundi. Ne risquons rien avant que je sois rentré. Elle n'avait pas cliqué sur « Envoyer », mais elle l'avait écrit. Elle allait l'envoyer. Elle maintenait la comédie, non pas parce qu'elle regrettait quoi que ce soit, mais parce qu'elle organisait une sortie propre. Elle voulait que je pense que la liaison était derrière elle, pour m'amadouer, peut-être me faire remettre des fonds sur le compte joint ou co-signer un autre bail. Et puis, pouf, elle disparaîtrait en voyage d'affaires et je me retrouverais seul à nouveau, pendant qu'elle jouerait au ménage dans une autre ville avec un homme dont les emails se terminaient par la phrase « Toujours aller de l'avant ». J'ai fixé ce brouillon pendant un long moment. Plus par calcul que par surprise. Je ne l'ai pas supprimé. Je n'ai pas répondu. J'en ai juste fait une copie. Je suis retourné dans le salon avec une expression calme. Elle était assise sur le canapé avec un plaid sur les genoux, faisant défiler son téléphone comme si rien n'existait au-delà de son écran. « Ça va ?» ai-je demandé. Elle a levé les yeux trop rapidement. « Oui, je prenais juste des nouvelles de ma mère. Elle ne dort pas bien ces derniers temps. » Un autre mensonge. Elle n'avait pas envoyé de message à sa mère depuis mercredi. Je le savais, j'avais aussi ses messages synchronisés. « C'est gentil », ai-je dit. On devrait probablement y aller bientôt. Les routes risquent de verglacer plus tard. Elle a hoché la tête. D'accord, je vais juste faire mes valises. Elle a disparu dans la chambre. Je me suis assis à l'endroit même qu'elle venait de quitter, puis j'ai glissé la main sous le coussin et j'ai pris son téléphone, je l'ai déverrouillé. Facile. Le même code depuis 2016. Je suis allé dans ses messages et j'ai vu une nouvelle conversation intitulée « CM ». Le dernier texto, il ne se doute de rien. Le chalet était ta meilleure idée.
Clin d'œil, j'ai fait une capture d'écran, l'ai envoyée par AirDrop sur mon téléphone prépayé, et j'ai remis le sien exactement là où elle l'avait laissé. Le reste du trajet de retour s'est fait en silence. Elle a parlé de choses banales, les soldes de Noël, un nouveau client au travail, la possibilité de prendre un chien au printemps prochain. Je n'ai pas dit grand-chose, j'ai juste hoché la tête, souri quand c'était approprié. Elle pensait que je revenais à de meilleurs sentiments, que le voyage avait fonctionné, qu'elle avait réussi à brouiller les contours de ce que je savais et à adoucir les conséquences. Mais c'était fini. Elle ne savait juste pas à quel point. Cette nuit-là, pendant qu'elle était sous la douche, j'ai envoyé un unique email depuis un compte anonyme à la femme de Christian. J'ai inclus une capture d'écran de la serviette au rouge à lèvres avec les initiales, la photo floue de Meredith et Christian au bar sur le toit, la capture d'écran du texto, une liste des dates et des hôtels provenant des invitations de calendrier. Et le brouillon de mail non envoyé concernant notre voyage. Aucun commentaire, aucune menace, juste des faits. Je savais qu'il faudrait un jour ou deux pour que les retombées commencent, peut-être plus vite. Mais je n'allais pas rester pour la regarder s'agiter. J'avais déjà organisé mon déménagement. J'avais rempli un box de stockage. J'avais ouvert un nouveau compte bancaire. J'avais un bail signé à mon seul nom de l'autre côté de la ville, où elle ne penserait jamais à chercher. Et plus important encore, je me suis retiré du compte bancaire joint à 3 heures du matin. J'ai transféré ma moitié sur un nouveau compte dont elle ignorait l'existence. J'ai fermé toutes les cartes partagées. Elle allait se réveiller dans un monde où j'étais encore physiquement dans la maison, juste assez longtemps pour la voir paniquer quand tout commencerait à s'effondrer, mais émotionnellement, légalement et financièrement, j'étais déjà parti. La chute de Meredith n'a pas commencé par une explosion. Ça a commencé par une sonnerie. Le dimanche matin est arrivé comme n'importe quel autre. Elle était encore ensommeillée, emmitouflée dans une couverture sur le canapé, sirotant son latte au lait d'avoine préféré tout en faisant défiler d'un air morose un bloc de décoration hors de prix. J'étais debout depuis 6 heures, faisant semblant de nettoyer le garage. En réalité, je vérifiais pour la 3e fois que tous mes documents personnels au passeport, dossiers bancaires, dossiers médicaux n'étaient plus accessibles pour elle. J'avais déjà retiré toute trace de moi de l'ordinateur portable partagé, effacé la synchronisation du cloud et désactivé notre application de liste de courses partagée. Ça semble mesquin, je sais, mais croyez-moi, chaque petit détail compte quand on est en train de démanteler une vie bâtie sur des mensonges. À 9h13, son téléphone a vibré. J'ai jeté un œil de l'autre côté de la pièce juste à temps pour voir son écran s'allumer. Appel entrant, Marjorie Mallery. Elle s'est figée. Pas seulement immobile, mais ce genre de paralysie soudaine, le sang qui se retire du visage, le cœur qui bat dans les oreilles, qui se produit lorsque votre ombre vous rattrape. C'est qui, Marjorie, ai-je demandé nonchalamment en rinçant ma tasse de café. Elle a hésité. Une cliente. Mauvais numéro, peut-être. Je l'ai regardé refuser l'appel, son pouce tremblant légèrement. 3 minutes plus tard, un texto est arrivé de Marjorie Mallery. Je pense que vous et moi devrions parler. Je sais qui vous êtes. Je sais pour Denver. Ne jouez pas à l'idiote. Meredith n'a pas dit un mot. Elle a simplement verrouillé son écran comme si cela pouvait effacer le message. J'ai attendu, sans rien dire, laissant le silence s'installer comme de la moisissure sous le plancher. Elle s'est levée brusquement. Il faut que j'aille au magasin. D'accord, ai-je dit en essuyant le comptoir. Tu veux que je vienne avec toi? Non, a-t-elle dit trop vite. Je veux juste prendre l'air. Et elle est partie. Moins de 15 minutes après qu'elle soit sortie de l'allée, mon téléphone a vibré. Pas le sien, le mien. Le téléphone prépayé. J'avais nommé le contact, détonation déclenchée. Le message était simple, de Marjorie M, j'ai tout envoyé au RH et au service juridique. Merci. Je suis désolé que vous ayez dû l'apprendre de cette façon. C'était fait. Et en moins d'1 heure, ça avait commencé à se propager. Je n'avais pas besoin d'être au bureau pour savoir comment ces choses fonctionnent. Les RH ne restent pas les bras croisés face à des allégations de relations inappropriées entre un cadre supérieur et une subordonnée, surtout lorsque la documentation inclut des dates, des lieux, des images et des preuves d'abus de voyage sponsorisés par l'entreprise. Christian serait convoqué à une réunion obligatoire, suivie par le service juridique interne. Son emploi du temps serait vidé.
On commencerait à éplucher ses emails et ses appareils. Et Meredith. Elle n'entendrait rien avant que cela ne devienne irréversible. Cela faisait partie du plan. Elle est rentrée près de 2 heures plus tard avec un sac de courses dont elle n'avait pas besoin et un visage si pâle qu'il semblait poudré. Je l'ai regardé déballer du lait d'avoine, des fruits congelés et du cale, comme si son corps avait besoin de se concentrer sur quelque chose. Je n'ai pas parlé. Je l'ai laissé se tordre dans le malaise. Finalement, elle a craqué. Il se passe quelque chose de bizarre au travail, a-t-elle dit lentement. Oh, ai-je fait en buvant de l'eau? Je ne sais pas. J'ai reçu un appel de la femme de Mallory ce matin. Je pense que quelqu'un essaie de nous causer des ennuis. J'ai penché la tête. Nous? Elle a levé les yeux. Moi. Je veux dire, quelqu'un fouine. J'ai posé mon verre et les regardé droit dans les yeux. Ils ne fouinent pas, ai-je dit platement. Ils ont déjà trouvé. Pendant un long moment, nous nous sommes fixés. C'était le premier silence honnête que nous partagions depuis des semaines. C'est toi qui as fait ça, a-t-elle murmuré. Non, ai-je dit. C'est toi qui as fait ça. J'ai juste arrêté de te couvrir. Son expression s'est transformée, non pas en larmes, non pas en rage, mais en peur. Une peur réelle et sincère. Tu as envoyé les photos, les emails. Non, ai-je répliqué. Je les ai rendus disponibles. Quelqu'un d'autre les a envoyés. Pourquoi, a-t-elle demandé, la voix brisée. Pourquoi irais-tu aussi loin? Je me suis approché et j'ai prononcé la réponse si doucement qu'elle a dû se pencher pour l'entendre. Parce que tu m'as regardé dans les yeux et tu as menti. Tu m'as dit que j'avais tort juste après que je t'ai vu embrasser un autre homme. Parce que tu m'as manipulé pour une escapade juste pour pouvoir organiser ta fuite en douceur. Parce que tu n'étais pas désolé. Tu étais stratégique. Ce n'était pas une erreur. Meredith. C'était une campagne. Elle a reculé légèrement, comme si l'air entre nous était devenu électrique. Ils vont le virer, a-t-elle dit doucement. Ils pourraient me virer aussi. Ils le feront, ai-je dit. Et peut-être que tu le mérites. Ou peut-être pas. Mais les conséquences se fichent des sentiments. Elle se base sur les faits. Elle s'est assise sur le bord de la chaise de la salle à manger et a mis son visage dans ses mains, mais je n'ai pas bougé pour la réconforter. Pas cette fois. Au lieu de cela, je lui ai tendu une enveloppe blanche unie. Elle l'a regardée comme si elle était radioactive. Qu'est-ce que c'est? Mon préavis, ai-je dit. Je déménage. Ne t'inquiète pas, le loyer est couvert jusqu'à la fin du bail. Tu auras le temps de t'organiser. Tu pars? Je suis déjà parti, Meredith. J'attendais simplement que tu le remarques. Elle a ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait 3 choses. Une copie du bail de mon nouvel appartement. Le solde final de notre compte joint, divisé équitablement jusqu'au dernier centime. Et la clé USB. Elle a brandi la clé. Qu'est-ce que c'est? Tout, ai-je dit. Juste au cas où tu oublierais ce qui s'est réellement passé. Elle n'a pas pleuré. Je pense qu'elle s'attendait à le faire, peut-être même qu'elle le voulait. Mais alors qu'elle était assise à cette table, la clé USB dans une main et le reste de sa vie en train de s'effilocher dans l'autre, elle est restée silencieuse, raide, vide, comme si elle n'avait finalement plus personne pour qui jouer la comédie. Je ne suis pas resté pour la regarder digérer. Je ne voulais pas être là quand elle appellerait Christian, les RH ou sa mère. Je ne voulais pas entendre les excuses, les rationalisations ou les supplications de dernière minute. Elle avait eu des mois pour choisir l'honnêteté. Elle a choisi la commodité à chaque fois. Alors, je suis parti. Je suis monté dans ma voiture, j'ai mis le chauffage et j'ai conduit jusqu'à mon nouvel appartement de l'autre côté de la ville. Un petit 2 pièces, rien d'extraordinaire, un 3e étage sans ascenseur qui sentait la peinture et le placo frais. Mais c'était à moi. Le premier endroit où je vivais qui n'était pas à nous. Et pour la première fois depuis ce qui semblait être des années, je ne me sentais pas à l'étroit dans ma propre peau. Je n'ai pas bloqué son numéro. Je n'en ai pas eu besoin. Le temps qu'elle essaie de me contacter, 2 jours plus tard un message à minuit, un autre le lendemain matin j'avais déjà fait une longue promenade en ville, trouvé une petite librairie que je n'avais jamais remarquée et acheté un journal. Oui, je sais,
ça semble dramatique, mais j'avais besoin d'un endroit où mettre tout ce que j'avais porté, un endroit qui ne soit pas ma circulation sanguine. Ces messages étaient exactement ce à quoi je m'attendais, j'ai fait une erreur. Tu ne méritais rien de tout ça. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. On peut parler? Vraiment parler? Je n'ai pas répondu. Non par rancune, mais par tranquillité d'esprit. 3 semaines plus tard, j'ai appris par un ancien ami commun qu'elle avait été licenciée dans des circonstances compliquées. Christian était parti aussi. Il avait déménagé dans un autre état, apparemment. Sa femme avait demandé le divorce, rapidement et discrètement. Et Meredith, elle avait emménagé temporairement chez une amie. L'appartement que nous avions autrefois appelé notre foyer était maintenant dépouillé. Les clés laissées dans la boîte aux lettres, le silence résonnant sur les murs vides. Pendant ce temps, je recommençais ma vie. J'ai pris quelques contrats de plus, quelque chose de stable, de réel. J'ai commencé à aller plus souvent à la salle de sport, non pas pour monter en niveau, comme dans un cliché de vengeance, mais parce que j'avais besoin d'un rythme. J'ai rejoint un club de café local le jeudi, j'ai réussi à enchaîner quelques bons cycles de sommeil et, sur un coup de tête, je me suis inscrit à un cours de menuiserie. Le genre où personne ne vous demande ce que vous faites dans la vie et où tout le monde veut juste savoir si vous avez le compas dans l'œil. C'est là que j'ai rencontré quelqu'un. Pas de grandes étincelles, pas de coups de foudre, juste un rire devant mon pied de table tordu. Elle s'appelait Queen. Elle dirigeait un refuge pour chiens en ville et avait une voix qui ne se précipitait pas pour combler le silence. Elle ne connaissait pas mon passé. Je ne connaissais pas le sien. Mais avec le temps, nous avons commencé à sortir du cours ensemble, puis à covoiturer, puis à prendre un café. Elle ne m'a jamais demandé pourquoi je vérifiais toujours mes textos 2 fois ou pourquoi je faisais une pause avant de répondre à des questions simples. Et c'est peut-être comme ça que la guérison commence. Pas avec des déclarations ou une conclusion spectaculaire, mais avec quelqu'un qui vous demande « tu as faim ?» et qui le pense vraiment. Ça a pris du temps. Mon Dieu, ça a pris du temps. Mais lentement, l'amertume a cessé d'être si bruyante. Les flashbacks ont perdu de leur intensité. J'ai arrêté d'imaginer le visage de Meredith chaque fois que j'entendais quelqu'un dire « confiance ». J'ai arrêté de voir mon propre reflet comme celui de quelqu'un de stupide ou de petit. Au printemps, j'avais arrêté de compter les jours depuis mon départ, parce que je n'en avais plus besoin. Voilà ce que personne ne vous dit. Se remettre de quelqu'un qui vous a trahi, ce n'est pas pour leur prouver quoi que ce soit. C'est pour se prouver à soi-même qu'on existe encore, au-delà des dégâts. Et maintenant, c'est mon cas. Je ne suis pas brisé. Je suis reconstruit.